Il m'a fallu 10 ans pour réussir du jour au lendemain. Alors ça, mon ami, c'est une phrase que tu as déjà dû entendre, que ce soit dans des textes de rap, que ce soit dans des interviews, que ce soit peu importe quel type d'entrepreneur, quel type d'acteur ou de personne successful euh, tu as pu regarder dans ta vie ou lire. Tu as sûrement déjà entendu cette phrase et vraiment, elle est importante. Je trouve qu'elle doit résonner, vraiment, surtout aujourd'hui. Il m'a fallu 10 ans pour réussir du jour au lendemain. Je trouve vraiment que cette phrase, elle est, elle est tellement symptomatique de notre époque et je trouve ça vraiment beau d'un côté parce qu'on on comprend plein de choses au travers de cette phrase. Alors évidemment, effectivement, c'est ce truc que la plupart des gens ne voient que la partie émergée de l'iceberg et qu'en fait, la personne qui va réussir et qui du jour au lendemain va exploser, va commencer à montrer ses résultats et les personnes qui seront arrivées et qui sont montées dans le train au dernier moment, effectivement, elles ne voient que cette partie-là, c'est-à-dire la réussite, l'oseille à foison, les voyages, les belles voitures, la belle maison, le fait d'avoir une famille qui s'entretient bien, d'avoir, je sais pas moi, un cuisinier, d'avoir ceci, cela, parce qu'en fait on a les possibilités, étant donné qu'on a du succès et qu'on a fait de l'argent. Mais je pense que c'est important de porter un petit peu d'attention sur la manière dont on peut déjà nous-mêmes se comparer par rapport à ces gens-là, parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas réussi vraiment au sens où on l'entend nous, c'est difficile de se comparer à quelqu'un qui a déjà fini le jeu en fait. Et on a cette fâcheuse tendance à le faire d'ailleurs, à se dire en fait moi dans mes journées je suis pas capable de faire ce que la personne est en train de faire. Mais je pense que ce qui est important de comprendre c'est que c'est toujours très simple de venir refaire l'histoire et se comparer soi-même en étant dans un contexte bien précis dans lequel on est vraiment, j'allais dire en cours de téléchargement, en cours d'évolution, face à quelqu'un qui en fait a fini le jeu et qui va nous présenter sa conclusion de toute pièce. Et en fait, comparer ça, déjà, on part sur des bases qui sont pas forcément saines et qui n'ont pas forcément de grandes valeurs, je trouve. Donc c'est effectivement bien de s'inspirer, et on peut s'inspirer des meilleurs, on peut s'inspirer des Elon, on peut s'inspirer de n'importe qui en fait. Que ce soit ce qui te touche toi, ça peut être un sportif, ça peut être un boxeur, ça peut être un mec qui fait du paddle, ça peut être quelqu'un qui fait de la musique, peu importe. Je pense que chacun a ses sources d'inspiration. Mais je pense que c'est intéressant de creuser, et c'est pour ça que j'ai écrit aussi une newsletter aujourd'hui sur Substack, c'est intéressant de creuser sur le pourquoi euh, on n'arrive pas en fait à se calquer correctement sur la perception du temps, et pourquoi en fait ça nous bousille tout simplement au quotidien. C'est simplement qu'en fait on a toujours été en réaction. Si tu regardes bien, moi j'ai une chaîne qui est dédiée spécifiquement pour les overthinkers, et donc voilà, naturellement, tu le sais, si tu me suis et que tu en es un, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, quelqu'un qui analyse énormément, qui avant de pouvoir agir sur quelconque schéma va devoir justement faire des milliards de schémas avant pour espérer pouvoir trouver la solution, et sauf que généralement il va s'amener beaucoup plus de problématiques qu'autre chose, mais ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Mais ce qui est intéressant, c'est en fait de se rendre compte que selon à quel moment on va raconter l'histoire, selon la fenêtre temporelle avec laquelle on va analyser un événement, en fait, on peut écrire des scripts qui sont totalement différents. Et c'est les joies de la vie, c'est ce qui fait que certains écrivent des ouvrages et que ils arrivent en fait à tourner. Tu vois, tu as certains entrepreneurs qui vont arriver à écrire des bouquins et à faire un storytelling où l'ensemble de leurs échecs vont arriver de manière très... euh, comment je pourrais dire ça? En fait, comme si tout au final, c'était bien équilibré et qu'ils te servaient ça un peu comme une recette de cuisine tout à fait... genre la recette ultime, tu vois, pour la réussite. Alors qu'en fait, bon, effectivement, c'est propre qu'à une personne, à un contexte, à un moment précis. Mais c'est surtout que c'est toujours plus simple de se raconter l'histoire après, de se dire, bah ouais, en fait, ça avait du sens, ça je le savais. Je savais très bien qu'à ce moment-là, quand j'étais en plein échec, j'allais rebondir et que j'allais réussiir, parce que dans ma tête, je me disais que ça allait marcher. Ok. Sauf qu'il y a quand même une vraie différence entre le moment où on est dans le process, on est au fond du trou, on est en train de se ronger les ongles et de perdre des cheveux, parce qu'on est en train de perdre de l'argent jour après jour, et le moment où on se raconte un peu le film une fois qu'il est fini, et qu'en fait il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus de stress, et que naturellement le cerveau fait le tri, et que c'est plus simple à la fois de trouver un sens qui nous va bien sur le moment, qui nous sied, et en même temps de se dire, bah voilà, c'était une suite logique. Alors oui, on peut l'interpréter comme ça après, et je pense que c'est important en fait aujourd'hui de sortir de ce phénomène-là, parce qu'en fait on a aussi
cette fâcheuse tendance à se comparer et être dans la comparaison toxique, et être dans une forme de comparaison en fait qui nous anesthésie, nous, beaucoup plus, nous les overthinkers, qu'en fait les gens qui ont l'habitude de passer à l'action et qui ont déjà rebâti un référentiel de croyance dans lequel ils sont en capacité d'agir sans se poser un milliard de questions. Et déjà que c'est pas facile quand on a soi-même des peurs et qu'on projette des choses et que les autres ont projeté des choses, que ce soit la société, les amis, la famille, nos propres échecs, etc., etc. Mais alors en plus, quand on se met sur les réseaux, qu'on est créateur de contenu et qu'on voit que... Parce qu'il y a un truc qui est fascinant, c'est que je pense que... Alors je sais pas si toi c'est ton cas, mais même moi, il y a un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. Genre tous les mecs que je vais voir sur Twitter, tous les mecs que je vois sur YouTube, ils sont tous millionnaires en fait, c'est pas possible. J'ai l'impression qu'il y a plus de millionnaires que de gens pauvres ou modestes, c'est assez hallucinant. Et en fait, on se rend pas compte à quel point on baigne dans un océan de... Ok, il y a des gens qui réussissent et qui en parlent, et bah, c'est aussi la beauté du jeu, c'est aussi ce qui nous inspire, et ça provoque des réactions. Donc naturellement, dans les algorithmes, c'est quelque chose qui est relaté par tout le monde et qui peut avoir de l'impact et qui va avoir de la visibilité. Les échecs, c'est pas toujours facile d'en parler. Donc naturellement, quelqu'un qui va avoir 10 échecs et une réussite, peut-être qu'il se dit dans sa tête que s'il présente ces 10 échecs d'affilée, il en a un par mois pendant 10 mois, il va peut-être se dire, ouais, mais attends, à quel moment, si je partage que des échecs, les gens ils vont vouloir me suivre et se dire, ce mec-là, il vaut quelque chose. Parce que naturellement, et c'est un peu le problème de l'époque, c'est qu'on lie nos performances à notre identité. Et, sauf qu'encore une fois, c'est des performances qu'il faut remettre dans un contexte et qui n'auront pas la même valeur et la même définition dans le temps. Donc en fait, tu peux très bien te dire que t'es une merde le mois 1 jusqu'au mois 2, au mois 3, au mois 10, et en fait le mois 11, si tout explose, donc en fait tu vas être un génie du jour au lendemain, tu vois, c'est aussi ce truc-là en fait qu'on doit aussi décorréler notre identité de notre manière d'agir. On a une partie de nous qui est dans l'exécution et qui apprend. En fait, on est constamment en train d'évoluer, on est des êtres qui prennent du temps à faire des choses, à les digérer. Il y a des choses qui doivent émerger avec le temps, des réflexions, des émotions aussi, parfois qui sont un peu mis de côté, parce que aussi on a tendance à valoriser le fait de travailler énormément, et on a parfois, comme ce que j'avais dit sur la dernière vidéo, cette tendance à suroptimiser certains conditionnements de nos vies. On a aussi cette fâcheuse tendance à être dans la surcharge de travail pour pouvoir masquer aussi le fait que des fois on ait des problèmes simplement avec nous-mêmes, des problèmes, voilà, des poids émotionnels, des choses qui traînent en nous, des boucles qu'on n'a jamais fermées, des discussions qu'on n'a pas eues avec nos parents, avec nos proches, etc. Et c'est des choses qu'on accumule avec le temps et qui font aussi que ça peut générer des problématiques et empêcher quelqu'un d'avoir une vision justement positive et se zoom out un petit peu de sa situation pour se dire en fait c'est pas si grave que ça si j'ai pas réussi ce mois-ci ou si pendant 3 mois ça a été plus compliqué. L'exemple que j'avais pris sur la newsletter, c'était de dire en fait c'était un truc tout con, c'est de dire bon admettons que pendant 9 ou 10 mois j'ai fait 10 000 euros par mois. Bon, j'ai été très régulier, j'ai pas forcément avancé, mais en tout cas j'ai fait pas mal d'argent, etc. Et par exemple, le 10e ou le 11e mois, je fais 5 000 euros. Bon, bah, la personne qui overthink et qui a une fenêtre temporelle très, très, très étroite et qui a cette fâcheuse tendance à lier ses performances à son identité, va se dire quoi? Il va dire, mais putain, je suis une merde, il y a forcément un truc que j'ai mal fait, putain, ça casse les couilles. Il va chercher en fait toutes les raisons du monde pour arriver en fait à un schéma où il va se dire, en fait, c'est moi le problème. Et ça va plus être un simple sentiment de se dire peut-être qu'à un moment donné je me suis senti un peu moins focus, peut-être qu'à un moment donné j'ai eu des problématiques, peut-être que ceci je l'ai fait un peu moins bien, peut-être pas comme j'aurais dû le faire, etc. Et en fait il va se dire non, je suis pas assez bon, je suis pas assez performant, je suis pas assez focus, je suis pas bon en vente, je suis pas bon en ceci, je suis pas bon en cela. Et en fait c'est peut-être un truc qui peut paraître basique, tu m'écoutes, tu dois te dire mais ouais ok d'accord, on passe tous par ces phases-là de doute. Oui, effectivement. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont quand même plus facilement impactés par ce genre de pensée et ce dialogue intérieur en fait qui est généré par le fait justement en fait, de jamais avoir pris conscience il y a différentes fenêtres temporelles à travers lesquelles on peut analyser sa vie, ses événements, etc. Et je pense que c'est même pas bien de se dire juste je zoom out sur 1 an, sur 10 ans, ou je zoom in sur 1 jour. Mais c'est bien, je pense, d'utiliser les deux, et en fait d'avoir toujours un peu un truc court, moyen, long terme, et de se dire ok, il y a des choses qui sont à relativiser, il y a des choses sur lesquelles il faut porter de l'attention, et surtout après,
il y a des choses qu'on peut améliorer. Et ok, il y a des points faibles, et il ne faut pas hésiter non plus être dans l'exact opposé, de se dire ok, tout va bien alors qu'on fait de la merde, bien évidemment. Mais je pense que c'est un atout aujourd'hui pour un entrepreneur de comprendre qu'il faut zoom out. Parce que ce que je disais, c'est qu'après, en fait, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, parce que je me suis un peu égaré, si le 11e mois tu fais 5K, soit tu vas faire le choix de te dire je suis une merde, j'ai rien réussi, ça marchera pas, et ça se trouve, il faut que j'arrête mon business parce que c'est pas normal que ça baisse. Mais tu peux aussi te dire que potentiellement, si tu prends cette année-là, tu as fait 10 000 euros pendant 10 mois et 5 000, donc tu as fait 105 000 sur 11 mois ou sur 12 mois, allez, on va prendre sur un an. Et l'année d'avant, peut-être que sur l'année entière, tu as fait 75 000 de chiffre d'affaires. Et donc en fait, si tu te mets à comparer à zoom out et que tu compares année 1, année 2, tu as une progression, tu as pris peut-être 30% de chiffre d'affaires. Si par contre tu es concentré que sur une courte ou une moyenne période, tu peux avoir une analyse qui est totalement différente et donc un impact complètement différent dans ton cerveau, dans ta manière de te percevoir dans ton business, dans ta manière de percevoir le marché, aussi dans ta manière d'appréhender en fait les prochains mois qui vont arriver. Et je pense que c'est toujours intéressant d'avoir ce recul-là, même s'il n'est jamais évident quand on est sur le moment présent. Mais voilà, simplement en fait parler du zoom out, parce que pour moi je pense que c'est quand même un truc qui est assez important. Et aujourd'hui on a tendance à l'oublier parce qu'on est très 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 focus sur... et c'était le titre de ma newsletter du jour, c'était quelque chose comme ne culpabilisez pas de ne pas changer votre vie en 14 jours. Parce que c'est un peu le symptôme de notre génération, c'est qu'on a eu cette fâcheuse tendance à faire des offres à chaque fois sur, ok, je fais des accompagnements sur 3 mois, je fais des changements, je vais faire des offres sur 21 jours, sur 15 jours, des accompagnements, je vais faire des webinaires, je vais faire des trucs. En fait, on a eu toujours cette, je ne sais pas si c'est une fâcheuse tendance, mais en tout cas, des formats de services qui ont favorisé quand même des échelles, des fenêtres temporelles très court terme, très étroites. Et donc je pense que naturellement, on s'est calqué aussi sur notre manière de produire et la manière dont le marché en fait produisait ses promesses. Et on se l'est un peu inculqué, on se l'est un peu mis sur nous-mêmes, sur notre conscience, en se disant, en fait, on se doit de changer rapidement, on se doit de faire les choses rapidement. Et dans un monde où on a accès à l'information très rapidement, où on a l'IA, où tout le monde te dit permanence que tu peux faire 1 million en une semaine, que tout le monde, si tu écoutes sur Twitter, si tu écoutes les gens sur Twitter, tout le monde est riche. Tout le monde fait plus de 10K par mois. Sur LinkedIn, alors là, j'en parle pas. Là, sur LinkedIn, je pense qu'on est vraiment sur un festival, alors entre les robots, les comptes qui sont automatisés, qui mettent des commentaires. Tu te demandes les mecs comment à un moment donné ils ont réussi à automatiser un truc et ils se sont dit putain je suis un génie, j'ai réussi à automatiser mes messages, j'ai automatisé mes publications, j'ai automatisé des réponses en commentaire, je suis un génie, j'ai gagné du temps. Mais alors faut voir des fois ce qu'on retrouve, hein. C'est assez spécial. Mais bon, tout ça pour dire que ces gens-là aussi se font passer pour des mecs qui font 50, 100K, 150K. Et puis après quand tu te penches d'un peu plus près, finalement... pour certains d'entre eux, ça n'a pas passé les 1000 ou les 1500 euros de chiffre d'affaires depuis très très longtemps. Donc voilà, après c'est pas pour critiquer, hein. On passe tous par des moments compliqués, moi-même je fais pas des milliers des cents. Mais tout ça pour dire que du coup, des fois on se compare aussi sur des bases qui sont un peu fausses, parce qu'on a une espèce de lubie de marché où tout le monde raconte un peu sa vérité et son storytelling un peu inventé de toutes pièces pour essayer de se montrer, peut-être par ego, peut-être parce que les gens n'assument pas peut-être d'avoir des pertes ou d'être dans des moments difficiles, mais c'est la réalité. En fait, on ne doit pas se cacher non plus, on n'est pas obligé de parler de tout, mais on n'est pas obligé de se cacher. Donc voilà, simplement je pense que le truc important à retenir, c'est zoom out. Et c'est apprendre en fait de ce changement de perspective, parce qu'il va à la fois vous impacter moralement différemment, ça va vous permettre d'appréhender votre vie de manière générale complètement différemment, c'est-à-dire dans votre capacité à prendre des décisions, vous allez en fait entrer dans un schéma complètement différent. Vous allez plus du tout être esclave en fait de vos émotions et prendre des décisions à la va-vite sous le coup d'une émotion qui vient d'arriver parce que vous avez fait un résultat de merde ou qu'avec un client ça l'a pas fait. Et vous allez être quand même beaucoup plus dans le rationnel. Et généralement quand même, le rationnel fait plutôt de meilleurs, en tout cas il entraîne de meilleurs résultats que le côté émotionnel où on est toujours en dents de scie. Puis au niveau de votre santé, de votre énergie, ça impacte tout. Je pense que le truc qui peut être sympa pour zoom out, c'est
faites simple, en fait, vous prenez même pas la tête. Vous prenez un papier, vous faites un petit rituel de temps en temps. Ça peut être quand il y a une merde qui vous arrive ou quand vous avez un peu de temps à tuer, ça peut être sur un week-end ou peu importe. Et de vous dire, bon allez, là je prends un papier, un crayon, et je fais, par exemple, je prends 3 colonnes. Je fais une colonne avec l'événement isolé, donc là, ce qui vient de se passer maintenant. Et donc, la représentation que j'en ai à l'instant T, donc on va dire H+1, enfin, à l'heure d'après, vraiment dans la journée, quoi. L'impact que ça pourrait avoir sur une semaine et l'impact que ça pourrait avoir sur 1 à 5 ans, par exemple. Ou sur, vous pouvez faire peut-être 4 cases, faire semaine, mois, année. Enfin, heure, semaine, mois et année. Et vous dire, voilà, quel est à la fois l'impact au niveau émotionnel que ça génère chez moi. Donc forcément, en général, une émotion, elle est très court-termiste, elle est très basique, elle arrive d'un coup, elle s'échappe un petit peu avec le temps et on s'en souvient plus généralement. Donc si déjà vous arrivez à vous dire, l'émotion là, elle est peut-être à 100% de son intensité, elle veut dire ça, elle traduit ça de moi, et dans une semaine, elle vaudra ça, dans un mois, elle vaudra ça, et dans un an, elle vaudra ça, parce que dans mon cheminement de pensée, j'aurais fait ça, ceci, cela, et que je sais exactement comment est-ce que je peux améliorer les choses. En fait, vous allez vous dire, plutôt que de simplement vous focus sur là, dans l'heure, qu'est-ce qui se passe, et vous montez le bourrichon et être dans l'overthinking complet, et du coup perdre un max d'énergie, et vous entraîner en fait dans une cascade de scénarios qui va aussi vous faire perdre, comme je le disais, en énergie, mais ça va vous faire perdre aussi en capacité cérébrale d'un côté, c'est-à-dire que votre focus en fait va tellement être utilisé pour de la merde que derrière c'est difficile de se remettre dans le taf. C'est difficile aussi d'avoir l'énergie et la mentalité nécessaire le lendemain parce que généralement derrière tu vas peut-être passer une nuit un peu pourrie, etc., etc. Donc on connaît aussi un peu les effets cumulés dans le négatif et ça fait jamais bon ménage quand on sait pas zoom out. Pour moi c'est vraiment un avantage qui est très intéressant. Donc c'est vraiment avoir ce cheminement et se dire ok j'ai un truc à H+1, une semaine, un mois, un an. Par exemple, ça peut être plus élargi, mais globalement, ça peut être intéressant de zoom out de cette manière-là. Et comprendre aussi, par la même occasion, ça me permet de revenir un petit peu sur le cerveau adore spatialiser. On a tendance à penser de manière très linéaire, de manière très superficielle, très basique, horizontale. Ce qu'il faut comprendre aussi au niveau de la neuroplasticité et de comment fonctionne notre cerveau, c'est qu'on spatialise énormément. Donc tout ce qui est écriture là, sur les lignes avec les petits carreaux, les machins, les marges, etc., je vous conseillerais même de virer vos cahiers qui sont blindés de lignes et de carrés et de marges. Faites-vous plaisir, amenez un peu de créativité aussi lorsque vous faites du zoom out ou lorsque vous voulez par exemple travailler des sujets. Vous pouvez aussi aller faire du mind mapping, vous pouvez faire des schémas, vous pouvez dessiner, c'est aussi des choses en fait qui vont vous aider. Moi je sais que par exemple du zoom out, personnellement, ça m'arrive de le faire en version mind map. C'est-à-dire de me dire, je peux le faire en colonne, tu vois, une heure, une semaine, un mois, un an, mais je peux le faire aussi en format avec des bulles et puis des branches, etc. Faire un truc en arborescence un peu sympa, en fonction de comment est-ce que je vois le truc et comment, en fait, mon cerveau est déjà en train de l'imaginer, de le spatialiser. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que ça permet aussi à la fois de travailler votre créativité, qu'on a beaucoup perdu depuis des années et des années avec tout un tas de choses, que ce soit l'IA, que ce soit notre rapport au travail, que ce soit notre rapport à tout un tas de choses, mais aussi ça va vous permettre d'améliorer vos capacités de concentration, d'améliorer vos capacités de connexion, et donc vos neurones ils vont travailler un petit peu parce qu'il y a des connexions neuronales qui se font plus malheureusement avec l'IA, avec le travail un peu linéaire qu'on a fini par développer avec le temps. Donc je trouve que c'est aussi intéressant d'un point de vue, donc comme je le disais au départ, simplement déjà au niveau santé, émotionnel, mental et ne pas avoir de surcharge. Mais aussi ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la concentration et des capacités cérébrales que vous allez pouvoir développer au travers de ça, c'est aussi intéressant. Et donc ça vous aide, en plus de ça, à déconnecter des écrans et avoir un peu des moments qui sont considérés plus comme récréatifs et ludiques et qui vous permettent de travailler tout en ne le sentant pas et en n'étant pas stressé de vous dire putain, il faut absolument que j'ai fini ce truc-là à ce moment-là. Non, c'est un truc qui vous sort un petit peu de votre quotidien, qui vient casser, c'est un pattern qui vient casser un petit peu votre routine et vous empêcher de rester sans cesse sur les écrans. Donc ça peut être intéressant de se mettre ce genre de truc sur papier. Au moins c'est toujours mieux, un papier, un crayon, feuille totalement blanche. Prenez les cahiers les plus grands possibles, hein. Prenez les cahiers de gens qui font des dessins, etc. Vous allez vous régaler. Voilà. Pareil pour le mind mapping. Donc voilà les amis. Et retenez surtout cette phrase, il m'a fallu 10 ans
pour pouvoir réussir du jour au lendemain. On en revient à la phrase de départ, mais pour moi c'est très important. C'est vraiment cette notion de perception du temps et la perception de sa propre personne dans le temps, des actions que l'on fait, de nos croyances, de notre manière d'appréhender la vie, nos décisions, et puis de remettre un peu les choses en perspective et surtout d'arrêter de culpabiliser au moindre échec, parce que en fait c'est surtout toute l'énergie qui est dilapidée là-dedans qui empêche après coup de réussir, et c'est ces croyances-là qui sont amplifiées par le fait qu'on est tout le temps dans le négatif qui font qu'on prend aussi après des décisions qui ne sont pas forcément les bonnes pour pouvoir impacter nos vies correctement. Donc voilà, si vous avez des remarques, des questions, des commentaires, des choses à faire, n'hésitez pas, hein. Je vous laisse le loisir de commenter cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite.